Nous allons passer aux dernières intervenantes de la journée. Je vais les inviter à venir. La collective est composée de 3 artistes qui sont Beth Gordon, Cathy Bagoris et Lila Rétif. Elle s'intéresse au mode de construction des savoirs en composant des récits entre fiction et réalité à travers lesquels elle s'attache à comprendre quelles relations elle entretient avec d'autres formes de vie. Dernièrement, elle a partagé ses histoires lors de lectures de pièces radiophoniques ou de vidéos, et compris, comme je le disais, j'ai trouvé aussi très intéressant le fait que dans leur pratique, il y ait cette mixité des médias utilisés, la curation d'expositions, des podcasts, enfin des mises en ondes de leurs travaux, et donc il y a aussi toutes ces dimensions qui en font des artistes polyvalentes, et on les invitait en particulier parce qu'on voulait les entendre nous parler des éditions PSD, qui est une revue en 24 pages en risographie qui est très belle. J'espère avoir quelques exemplaires à consulter de manière un peu plus approfondie par la suite. En tout cas, c'est un travail qui est intéressant puisqu'il part, elles vont nous l'expliquer, hein, je vais pas m'attarder là-dessus, d'un fil thématique, enfin d'un thème, d'un mot, pour construire en fait une réflexion très diverse à travers cette revue en 24 pages et plus, bien évidemment. Je leur cède tout de suite la parole. Donc, je vous propose de monter. Le titre de leur intervention, c'est « Les éditions PSD, un projet éditorial de Moi les autres arts, féminisme, Wikipédia Halls et interspécisme ». On vous écoute. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, Sophie nous a présenté, moi je suis Lila Rétif, ici c'est Beth Gordon, et voilà Cathy Bagoris. On va commencer par juste peut-être une explication de notre nom de collective, et aussi un peu qui on est et comment on s'est rencontrés. Et peut-être ça donnera quelques clés de compréhension de comment on travaille ensemble. Donc on s'appelle Moi les autres arts. Là vous voyez un schéma qui est un peu la naissance du nom de notre collective. La tache rouge au fond, c'est notre amie Anastasia Simonin, qui est aussi artiste, qui a fait son Erasmus en Chine, et elle avait un cours de calligraphie, donc on lui a appris à faire son sceau, et elle a voulu nous l'offrir, et normalement il y avait marqué Moi les autres arts dessus, mais ça a pas trop marché. Mais je pense que en fait ça permet de faire une marque sur cet espace qui est pour nous l'endroit de l'art, qui est l'espace entre moi et les autres, et on espère que ça va être l'endroit de l'art. Ce schéma il est apparu en fait on s'est rencontrés aux Beaux-Arts d'Angers en France, au nord-ouest de la France. On est tous les 3 originaires du nord-ouest de la France, à peu près à 1 heure de la ville d'Angers, qui se situe entre Paris et Nantes. Et on s'est rencontrés donc en première année. On a commencé à travailler ensemble véritablement en 3e année, quand on a commencé à vivre ensemble. En 3e année, en fait, parce qu'aux Beaux-Arts, on apprend à faire de l'art, mais on apprend aussi beaucoup à parler de son travail. Et donc, on nous avait demandé de faire un schéma qui expliquait notre pratique. Et à l'époque, on avait encore une pratique individuelle chacune. Et donc, Cathy et Beth avaient chacune fait des schémas très très complexes qui parlaient de linguistique et de performativité du langage et peut-être, je sais pas, d'argent, toutes sortes de choses qui nous intéressaient à l'époque. Et moi, j'avais juste fait ce schéma-là qui disait moi, les autres et peut-être art. Le point d'interrogation qui était à côté d'art à la base a disparu, parce que maintenant on est artiste. Et cette idée du moi et les autres, c'est un moi qui peut être très étendu, à la fois le moi individuel au sein de la collective, notre interaction amicale et professionnelle entre nous, et en même temps ce moi de la collective face à ce qu'on peut appeler notre environnement. Je me rends compte que je parle sans mes notes depuis le début, je vais essayer d'être un peu plus ordonnée. Donc, je vous ai parlé de notre genèse à Angers. On a donc commencé à travailler ensemble en 3e année, et puis on a eu un échange universitaire au Mexique, et donc ce qui va m'amener à ma 2e slide.
Vous nous voyez ici très contentes après notre première performance ensemble, qui s'appelle Art et por kilo, et qui consistait en vendre cette peinture que vous voyez à côté de nous, qu'on avait peinte toutes les trois, au prix de plusieurs disputes. Parce que c'était la première peinture qu'on faisait ensemble toutes les trois, en étant toutes les trois pas vraiment peintres. Et en fait, on voulait peindre une peinture qui représentait des fruits et des légumes qu'on vendrait ensuite au prix du kilo sur un marché de fruits et légumes. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a réussi à peindre cette peinture, mais en fait, cette première expérience de travail commun, et donc qui, je le disais, a apporté quelques conflits, nous a fait nous rendre compte que si ça avait été facile de faire un travail individuel qui consistait à se répondre les unes aux autres avant, c'était une toute autre histoire de faire des choses véritablement à 6 mains, et donc ça demande de l'espace, du temps, de la disponibilité mentale. Et en fait, ce jeu de réponses qui peut-être s'exprime dans le schéma que je vous montrais au début, il a fait l'objet d'un travail de réflexion. Donc ici c'est notre mémoire qu'on a fait pour notre master aux Beaux-Arts à Angers, qui explique justement, qui s'appelle Penser ensemble, faire à plusieurs, et qui explique les stratégies qu'on a eues de justement ne pas penser toute seule et ne pas travailler toute seule. Peut-être je peux parler des protocoles qu'on a chacune eu. Cathy, qui a fait le livre avec marqué quoi, qui, pourquoi, comment, avait... alors, est-ce que je parle trop ou pas? Tu peux passer rapidement. Ok. Cathy avait fait des protocoles où elle invitait des personnes qui avaient des pratiques amatrices sur les thèmes qui nous intéressaient à se rencontrer, parler. Elle enregistrait ce qu'ils racontaient et ensuite elle venait commenter leur discussion. Moi, je réécrivais des textes écrits par des artistes qui m'énervaient pour essayer d'avoir un dialogue avec eux. Et Bess faisait sur le verso de mes grands posters qui parlaient de ces réécritures, j'écrivais aussi des histoires de conflits que j'avais eu ou qu'on avait eu ou dont j'avais été témoin dans l'école d'art, en se disant que la colère était un moteur de pensée. Et Bess a fait un travail de journal de notre vie commune, en essayant de tirer des fils de pensée et en écrivant des petits textes qui revenaient sur des thèmes récurrents de notre vie et notre pratique de l'art ensemble. Donc ça, c'est pour notre vie à Angers quand on était étudiante. Et ensuite, on est parti à Bruxelles. Donc ça a plusieurs images de notre mémoire encore. Et on a fait les éditions PSD. On est parti à Bruxelles avec déjà ce projet d'édition en tête, puisque on avait fait 2 performances, un projet de film et 2 performances, qui demandaient à avoir une autre forme et qui ont pris la forme d'édition parce que Cathy, en arrivant à Bruxelles, a fait un master en pratique du multiple à l'ARBA, à l'Académie royale des Beaux-Arts, pendant que moi je faisais un master en études de genre. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que, sortie de l'école, c'était peut-être plus simple de faire des formes éditées pour qu'on puisse transmettre nos centres d'intérêt à un public qui n'aurait pas forcément besoin de notre présence pour découvrir ce qui nous traverse. La première, et donc c'est comme ça que sont nées les éditions PSD. Avec une première itération aux Beaux-Arts d'Angers et une forme finale qui est celle que vous allez voir maintenant. Alors, peut-être de manière plus globale, les éditions PSD, qu'est-ce que c'est? PSD, ça veut dire pratique des savoirs décloisonnés. Et c'est, en fait, on a un amour des acronymes. Et pour ceux qui pratiquent un peu Photoshop, c'est aussi le nom des fichiers Photoshop. Même si ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on fait pas nos fichiers, on fait pas nos éditions sur Photoshop. Mais c'était juste par amour des acronymes. Donc les éditions PSD, c'est une collecte de documents, c'est un collage d'articles scientifiques, d'éléments autobiographiques, de textes littéraires, de ressources trouvées sur Internet. Et le but, c'est de mélanger toutes ces ressources pour essayer de créer des narrations inattendues. À chaque fois, avec pour choix de thème, un être ou une forme non humaine
qui fait partie de notre environnement ou de notre quotidien. Par exemple, les tournesols, on s'y est intéressé après être revenu du Mexique et en cherchant un public qui pourrait accueillir un discours violent qu'on avait collecté là-bas. Et on se disait qu'on n'avait pas forcément envie de maltraiter notre public, alors on a cherché qui est-ce qui pourrait nous écouter. Et on s'est dit que peut-être les tournesols seraient des auditeuristes appropriés, puisqu'ils avaient eux-mêmes... c'est une plante qui vient du Mexique. Et pour la deuxième édition, donc qui s'appelle Citrus Maxima X Paradisi, c'est un intérêt qui nous est venu parce qu'on mangeait des pamplemousses à la maison et on s'est posé la question, celle que vous brûlez de vous poser. Quelle est la différence entre un pamplemousse et un pomelo? Alors, bon, je vais approfondir un petit peu. Je vais approfondir un petit peu les thèmes qui sont abordés dans la première édition, qui s'appelle donc Les soleils qui tournent ont des oreilles. Et chaque édition est divisée en 3 chapitres. Le premier chapitre de cette édition s'appelle Déracinés, des tournesols, des sorcières et des mortes. Et donc c'est dans ce chapitre qu'on parle de ce processus qu'on a eu de parler de récits violents et à qui pourrait les entendre. Donc on trouve une partie de la collecte de récits sur les féminicides de Juarez qu'on a fait quand on était au Mexique. Le deuxième chapitre s'appelle Jardinage et agriculture, sortir ou rentrer dans le rang. Et ça parle des pratiques du jardinage comme une pratique de soin et une pratique d'attention. À la fois, donc il y a à la fois des textes de Joël Zask de la démocratie au champ, qui parlent par exemple de vétérans qui pratiquent le jardinage comme une manière de gérer leur stress post-traumatique, et en même temps du fait qu'on a planté des tournesols à Fukushima pour essayer de dénucléariser la terre autour. Hop. Pas passer les slides voilà. Très bien, c'est la première. En fait, je regarde l'édition parce qu'il n'y a pas les chapitrages précisément dans les slides, mais c'est pas grave. Et le dernier chapitre s'appelle Les tables tournent et les soleils écoutent, et ça parle des sœurs Fox, que peut-être vous apercevez ici, qui sont 3 sœurs spirites qui ont développé la pratique du spiritisme. Voilà. Ah voilà, c'est bon. Non, c'est bon, tout va bien. Okay. Il faut juste pas toucher quand c'est moi qui parle. Parce que du coup, l'idée de parler à des êtres non humains nous a fait penser à qui d'autre parlait à des êtres non humains, et donc notamment les pratiques du spiritisme. Et avec cette idée quelle manière ont les êtres non humains de nous entendre ou de nous répondre. On a aussi évoqué la figure de Don José Carmen, qui est un agriculteur mexicain qui parle à ses plantes, qui a eu un documentaire fait par Ivo Pérez Barreto. C'est comme ça qu'on a entendu parler de lui. Et il parle à ses plantes pour qu'elles deviennent grosses et grandes, dans un but productiviste. Voilà, donc ça c'était un rapide overview de la première édition. Hop là. La deuxième édition... en fait, ça suit... Mince. Ok, très bien. La deuxième édition s'appelle Citrus Maxima X Paradisi. Elle parle, donc je vous ai un petit peu teasé tout à l'heure, elle parle principalement, le point de départ, c'était la différence entre le pamplemousse et le pomelo. Donc une question qui nous a vraiment fortement traversé. Et on a découvert... dans nos interrogations profondes, qu'une page Wikipédia pouvait nous répondre. Et donc ça fait partie des outils que Bess va développer tout à l'heure. Et donc dans ce premier chapitre qui s'appelle donc Pamplemousse ou Pomelo, on cite abondamment l'ethnobotaniste français Michel Chauvet qui a consacré un article sur la question que je vous laisse découvrir. Hop. Le deuxième chapitre parle du désir de nommer et s'attarde sur la nécessité de... Quoi ? Tu peux changer les slides. Ah, pardon. Comme je tourne les pages, j'ai l'impression que vous voyez la même chose que moi, mais c'est faux.
Et là, on est au chapitre 3, ça correspond pas à ce que je dis. Bon, voilà. Vous avez l'introduction avec une étape de la performance qui porte le même nom que l'édition. Et donc, dans ce deuxième chapitre, on parle de comment est-ce que les scientifiques ont ordonné leur savoir sur le monde, notamment leur savoir sur les agrumes. Et il se trouve que la manière qu'on a eu de nommer les agrumes était très liée à la manière dont ils se reproduisaient, avec au XVe siècle des très grandes anthropomorphisations des agrumes, et donc avec forcément des dérives sexistes. Donc on parle de ça dans ce deuxième chapitre. Et enfin, hop là. Okay, oui. Le dernier chapitre qui s'appelle « Ce fruit qui parle d'autre chose » et qui est l'occasion pour nous de faire un petit écart vers Monique Wittig, qui est une penseuse qui nous a beaucoup inspiré, notamment dans son travail de l'intertextualité et du va-et-vient entre les narrateurs et narratrices, mais aussi dans sa manière de penser la sexualité comme quelque chose de peut-être fluide ou quelque chose qui définissait autre chose que ce que la science voulait nous assigner. Voilà. Hop là. Et c'est fini pour la deuxième édition. Je passe maintenant à la troisième. Pardon. Je me dépêche donc. La dernière édition, l'avant-dernière édition sortie s'appelle Fil de polypropylène bleu. Elle parle du fil de polypropylène bleu, qui est le fil qui sert à emballer les bottes de paille dans l'agriculture industrielle, et qui est un fil qui se désagrège très mal et donc on retrouve très facilement dans les sols qui sont utilisés dans l'agriculture intensive. Hop là. Le deuxième chapitre parle des algues vertes, qui est un autre résidu de l'agriculture intensive, surtout en Bretagne, où en fait les déjections des élevages de cochons font qu'il y a une trop grande concentration de nitrates qui tombe dans l'eau de la mer, qui fait qu'il y a des marées d'algues vertes qui sont peut-être toxiques, c'est pas sûr. Et là, vous voyez plein de photos de chiens et de chiennes qui tiennent leur laisse, parce qu'il y a eu un drame en Bretagne, il y a 2 chiennes qui sont mortes, et ça nous a beaucoup touchés. Et donc on s'est demandé ce qu'on pouvait voir dans ces résidus, à la fois les résidus des algues vertes sur les plages qui avaient des pouvoirs nocifs, et à la fois ces résidus plastiques qui envahissent les champs autour de chez nous et qui sont presque comme des nouvelles plantes. Et donc on a interviewé un ami à nous qui s'appelle Luce et qui pratique les arts de la divination, et en lui proposant de peut-être lire l'avenir dans les fils de polypropylène. Hop, pardon. Et après ça, on a imaginé toutes les trois une rencontre poétique entre les fils de polypropylène et les algues vertes, une rencontre peut-être amoureuse qui donnerait un nouvel être qui pourrait peut-être chasser les humaines, un être toxique qui se rebellerait contre nous. Et enfin, la dernière édition, qui parle des pigeons, et qui s'appelle « Celle qu'on veut pigeonner ». C'est une collaboration entre nous et Anastasia Simonin, dont je vous ai parlé au tout début de ma présentation. En fait, Anastasia avait commencé une recherche à l'EHESS, et elle a arrêté cette recherche pour devenir artiste. Et donc on s'est dit, comme elle avait beaucoup de matériel sur les pigeons et qu'elle nous avait ouvert à la question des pigeons, on s'est dit qu'il fallait qu'on exploite ce matériel, et donc on a fait cette édition avec elle. Le premier chapitre s'appelle « La délinquance taxonomique ». Dans ce chapitre, on parle de quelles sont les différentes espèces de pigeons et quel rapport on entretient avec eux. Est-ce que c'est des animaux domestiques? Est-ce que c'est des animaux sauvages? Est-ce que c'est des animaux férales? Et je vous laisse découvrir en lisant. Le deuxième chapitre s'appelle Gris pigeon n'atteint pas blanche colombe, et ça parle de la différence symbolique entre le pigeon et la colombe, alors qu'en fait c'est le même animal, c'est juste les colombes sont des pigeons blancs. Hop là. Et on s'attarde aussi sur un monument bruxellois qui est le monument aux pigeons soldats.
Et enfin, le dernier chapitre s'appelle La Dame aux pigeons et parle de la figure de la nourrisseuse de pigeons, qui à un moment était une figure bourgeoise. Il y avait des représentations de femmes au 19e siècle qui se montraient nourrissant des pigeons. C'était quelque chose de positif parce que ça montrait qu'elles étaient une bonne hôte et une bonne mère généreuse. Et puis ensuite, on a la représentation de Mary Poppins, qui est une figure du soin anticapitaliste, puisqu'elle demande aux enfants qui leur donne ces pièces pour nourrir les pigeons. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour laisser la place à Bess et Cathy pour qu'elles lisent l'introduction à la dernière édition, donc à celle qu'on veut pigeonner. Du coup, je vais vous lire l'introduction de ce dernier numéro. Peut-être pour faire comprendre un peu mieux comment on envisage la collaboration avec d'autres différentes sortes d'espèces au niveau du sujet et avec des amis ou d'autres artistes au niveau du développement d'un projet, en fait. Anastasia Simonin, : À l'automne 2019, après mes études à l'École des Beaux-Arts d'Angers, je décide de commencer un cursus de recherche à l'EHESS à Paris. J'emménage donc dans la capitale, dans un petit appartement recouvert de moquettes bleu marine au sol et de toiles tendues au mur. Tout devient hostile. Cette multitude d'êtres sur une superficie restreinte me fait sentir en lutte permanente pour mon espace personnel. Cette proximité subie semble me faire perdre toute empathie pour les autres. Parmi celles-ci, il y a les pigeons-pigeonnes. Elles sont là, grouillantes sur les trottoirs, sur les quais des métros, dans les allées des parcs, plus présentes et présents que jamais dans ma vie. Un peu plus tard, nous sommes assises sur un banc avec moi les autres rares. Un vent léger fait voler des grains de sable sur nos corps, nous laissant une sensation aride, envahissante. La fatigue nous contraint à accepter la situation. Nos crocs contre nos sandwichs font tomber des miettes semblables au sol du parc. Petit à petit, des présences étrangères se font sentir de plus en plus prégnantes. Des têtes baissées se retrouvent vite à nos pieds, picorant les brésures de nos casse-croûtes. Gênée par cette présence invasive, l'une de nous se met à donner de grands coups de jambe, les faisant ainsi fuir. Un peu plus méfiante, les têtes reviennent, se mouvant d'avant en arrière. Les jambes gigotent à chaque fois qu'elles se font trop proches, et ce va-et-vient ne cesse qu'à notre départ agacé. On ne les avait pas invités à notre déjeuner. Moi les autres rares. Nous avons Anastasia au téléphone et elle nous raconte qu'elle a décidé de travailler sur les pigeons-pigeonnes. En pagaille, elle nous raconte que la colombe et les pigeons ne sont pas sont le même animal, que le père de Picasso en élevait et qu'il est maintenant interdit de les nourrir en ville. Intrigués, nous remarquons désormais dans la rue ces oiseaux qui étaient déjà là. Nous nous envoyons des photos, apprenons à différencier les espèces, cherchons leurs images dans les monuments de l'espace public et dans les peintures des grands musées. Anastasia a fait émerger chez nous une éthique de la perception particulière des situations, des moments, de ce qui se passe. Comme c'est finalement le but de cette revue, de cultiver une éthique de la perception particulière, nous lui proposons d'en composer une sur les imaginaires pigeons-pigeonnes qui permettrait de comprendre et de retracer leurs histoires en appréciant leur trajectoire et leur rupture. Voilà, j'ai pas tout lu en entier, mais en tout cas, c'est le principal de l'introduction du coup du dernier numéro. Et je crois pas que Lila l'ait précisé tout à l'heure, mais du coup, c'est le premier numéro qu'on a fait en français et en anglais. Du coup, qu'on a beaucoup distribué en français, il nous reste pas mal d'anglaises, donc je sais pas si c'est quelque chose qu'on refera, mais voilà. Et je laisse la parole à Bess. Bonjour. Alors, moi, je vais maintenant vous partager la manière dont on travaille à plusieurs sur ce projet éditorial, en parlant en particulier de certains des outils qu'on utilise pour glaner le contenu de l'édition. Je vais mettre cette belle image de trou parce que donc Lila a déjà dit tout à l'heure que souvent une édition PSD ça commence en choisissant un sujet et donc souvent c'est un sujet qui est lié à notre quotidien. Comme on partage notre quotidien
déjà on vit ensemble, mais aussi on passe beaucoup de temps ensemble et du coup on a des références communes. C'est souvent des choses, voilà, c'est des interrogations de l'ordre du quotidien qui nous inspire. Et c'est le cas pour notre prochaine édition qui va porter sur les trous. Et du coup, ce sujet nous est venu parce qu'un trou s'est ouvert dans la chaussée près de notre appartement quand on habitait à Schaerbeek l'année dernière. Donc c'est pas ce trou-là, ça c'est un autre trou dans une rue AXL, il me semble, à Bruxelles. Mais voilà. Ensuite, du coup, une fois qu'on a pris la décision du sujet, on commence à se consacrer à une période de recherche de documents. Donc les documents, c'est à la fois des textes qui peuvent être des extraits d'essais, de romans, de poésie, mais aussi du texte de vulgarisation scientifique, des articles de journaux, des ouvrages spécialisés. Par exemple, dans le cas de l'édition PSD numéro 2, Citrus maxima ex paradisi, on a beaucoup fouillé dans des ouvrages spécialisés de botanique, forcément, pour être un peu au courant de comment se reproduisent les agrumes. Pour vous dire, enfin, c'était très complexe de comprendre, mais au bout d'un moment, on y arrivait et on a essayé de un peu vulgariser ça dans cette édition, justement. Du coup, dans le contenu, il y a aussi des images qui sont de toutes sortes de médiums et qui sont très souvent trouvées sur Internet, dans des bibliothèques en ligne, mais aussi dans les tréfonds de Google Images, souvent. C'est aussi parfois des images extraites de films ou trouvées dans des livres et dans des revues qu'on vient scanner. Et donc, le but pour nous, c'est vraiment de brasser des documents qui sont de sources et de provenance très diverses. L'idée, c'est de proposer un point de vue étonnant et drôle sur le sujet qu'on a choisi. Donc drôle, mais aussi de prendre un sorte de pas de côté, d'ouvrir un sujet que tout le monde connaît à une nouvelle forme de poésie. Et aussi, l'autre but derrière les provenances multiples de ces documents, c'est aussi de comprendre comment les sujets sont abordés par les différentes personnes qui prennent la parole dessus. Comprendre comment on parle du sujet d'un point de vue esthétique et littéraire, quel vocabulaire, quel style est utilisé pour parler de cette chose. Et ça, on s'y intéresse autant chez les experts et les expertes que chez les autres. Donc du coup, un des outils dont on va vous parler, dont on se sert beaucoup, c'est Wikipédia. Ça a donné une partie du titre de cette présentation. Donc nous, on aime beaucoup Wikipédia parce que ça nous permet de plonger dans un sujet d'un premier abord, d'une manière qui est assez naïve. Et aussi, on trouve que Wikipédia, c'est très drôle parce qu'il y a plein de pages super niches et super nerdy sur toutes sortes de sujets et qui sont des pages qui sont extrêmement développées et qui utilisent un vocabulaire qu'on connaît pas, des fois. Mais on voulait aussi vous parler aujourd'hui de cet outil Wikipédia parce que on y a un rapport qui est ambigu. Donc on l'adore parce qu'elle est si vaste et si facile d'accès. Aussi, il y a beaucoup des images de nos éditions qui sont issues de Wikimedia Commons, qui est la branche de Wikipédia qui met en accès libre des images libres de droit. Et cette initiative de Wikipédia a encouragé beaucoup de bibliothèques nationales à partager des fonds d'images qui étaient jusqu'alors jamais vus du public. Donc, sans aucun doute, c'est une ressource très précieuse. Mais au fur et à mesure de notre utilisation de Wikipédia, on a commencé à questionner ses fondements politiques. Ces deux hommes, Jimmy Wales et Larry Sanger, sont du coup les créateurs de Wikipédia. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont tous les deux hommes cisgenres, blancs. Et Wikipédia a tout un idéal et toute un fondement enfin c'est dans son ADN d'avoir un souci d'objectivité. L'idée de Wikipédia, c'est d'être, en tout cas la manière de construire le savoir, c'est dans l'idée qu'il soit le plus objectif possible, le plus proche d'une forme de vérité. Et donc Wikipédia, c'est vraiment toute cette pensée objectiviste et aussi libertaire, et qui se pense neutre et rationnelle. Et donc du coup, pour nous, c'est intéressant de venir questionner cette objectivité et cette rationalité, parce que du coup, comme peut-être vous le savez, il y a plein
déjà d'autres personnes qui questionnent cette plateforme. Par exemple, il y a toutes ces histoires d'un plus haut pourcentage de pages sur des femmes, sur des hommes que sur des femmes, bien sûr. Les créateurs de Wikipédia justifient ça en disant que c'est parce que une majeure partie des contributeurs sont des hommes. Je sais pas si c'est une bonne raison, mais voilà. Il y a aussi des cas de transphobie sur cette plateforme. Donc voilà, tout ça pour dire que, en tout cas pour nous, pour cette histoire de pensée objectiviste, neutre, rationnelle, c'est intéressant pour nous de détourner cet outil, parce que nous c'est un peu l'inverse, ce qu'on revendique dans les éditions PSD. On revendique que le savoir il est construit, il est situé géographiquement, culturellement, politiquement, sexuellement. On aime beaucoup une phrase de Donna Haraway qui est With whose blood were my eyes crafted? Avec le sang de qui mes yeux ont-ils été construits? Et c'est un peu l'idée des éditions PSD. Elles viennent justement repenser le regard que l'on pose sur ce qui nous entoure. Wikipédia a aussi un discours qu'on pourrait appeler univoque, même s'il est très référencé par des sources en bas de page. Mais je dis univoque dans le sens où il y a une narration linéaire qui se déploie sur une page. Et nous, dans les éditions PSD, on cherche justement, à l'inverse, d'avoir un fractionnement du discours. On essaye de compiler des voix différentes, des voix d'auteuristes différentes. Du coup, c'est un discours qui va se construire à partir de voix multiples, subjectives. Et c'est des voix qui vont venir se répondre, rebondir les unes aux autres. On aime beaucoup l'expression de bond théorique parce que c'est aussi dans les éditions PSD, on saute entre les champs de recherche et les niveaux de discours tout le temps. Et donc du coup, cette multiplicité de voix dont je parle, elle se matérialise par la page de garde des éditions PSD. Il y en a, c'est toujours sous la même forme dans chaque numéro. Donc du coup, dans cette page de garde, on vient énoncer le nom de chaque auteurice qui est présent dans l'édition, mais aussi les auteurices des images dans la revue. Et en petit clin d'œil à Wikipédia, on vient à la fin nommer les noms des contributrices qui ont écrit les pages dont on s'est servi pour l'édition. Donc ça, c'est un truc qui est assez intéressant. En fait, sur la plateforme Wikipédia, vous pouvez scroller en bas de page et il y a un lien qui renvoie vers une liste de noms qui sont des noms d'utilisateurs, donc des utilisateurs anonymes. Et donc vous pouvez voir tous les contributeurs qui ont écrit cette page. Et du coup, il y en a des fois, parfois des centaines, quoi, parce qu'il y a une première personne qui a écrit la page et ensuite les autres sont revenus dessus en faisant des corrections. Et donc nous, on décide de choisir la dernière personne qui a écrit sur la page en date, au moment où on a consulté la page. Voilà. D'autres sources pour nous, donc c'est aussi d'autres formes d'encyclopédie qui sont parfois un peu niches et un peu spécifiques comme ça. Donc un exemple, cette encyclopédie du paranormal dont on s'est beaucoup servi pour le numéro 3, fil de polypropylène, où on parle beaucoup d'un champ de recherche qui est la cryptobotanie et la cryptozoologie. Donc c'est l'étude des créatures et des plantes dont on connaît l'existence seulement par la légende. Voilà. On est aussi très friand de sites en ligne de vente, mais aussi des sites des petites et moyennes entreprises, parce qu'ils utilisent beaucoup de vocabulaire technique extrêmement spécifique, et du coup ça fait des pages. Enfin, pour nous c'est très intéressant. Ça, une approche de vocabulaire poétique qu'on trouve intéressante. Un autre outil pour nous, c'est ah oui, je vous ai pas montré la suite. Voilà, l'agneau tartare par exemple, un exemple de figure cryptozoologique pour le coup. Cryptobotanique ? C'est un plante. Ah oui, c'est une plante. C'est un peu des deux. Un autre de nos outils, c'est pour glaner du contenu, c'est le bouche à oreille. On parle beaucoup de nos sujets de recherche autour de nous, à nos amis, qui nous donnent des références, et on est très preneuse des conseils des autres. Et pour nous, le bouche à oreille, ça devient vraiment une pratique en tant que telle. Une pratique active, quoi. Et
l'idée, c'est de pas se retrouver bêtement avec une édition imprimée et quelqu'un qui nous donne une référence qui est vraiment super et super importante et que c'est trop tard. C'est notre pire cauchemar. C'est aussi une manière pour nous de teaser la sortie d'une édition pendant des mois avant qu'elle soit sortie, en parlant autour de nous, pour être sûr que plein de gens viennent au lancement. Et avant tout, pour nous, c'est vraiment une manière de compter sur le savoir collectif. On veut vraiment savoir qu'est-ce que ce sujet de notre quotidien qui paraît complètement hasardeux, qu'est-ce qu'il signifie dans l'inconscient collectif. Un dernier outil dont on voulait vous parler, qu'on utilise plus largement dans notre pratique, pas que pour les éditions PSD, et c'est un outil qu'on a découvert récemment. Donc c'est ce livre qui s'appelle Le Grimoire et qui a été conçu par un collectif qui s'appelle Futurology of Cooperation, qui est un collectif bruxellois qui s'est approprié une notion qui est celle de la futurologie. Donc la futurologie, c'est un domaine interdisciplinaire qui utilise autant des méthodes logiques que empiriques pour analyser des tendances et esquisser des scénarios plausibles de l'avenir. Et donc c'est un champ de recherche qui est beaucoup utilisé par les grandes entreprises multinationales. Mais du coup, eux, ils se sont réappropriés ce champ de recherche-là pour essayer de trouver des manières de penser des futurs désirables pour eux et elles. Et donc c'est un livre qui compile tout plein d'exercices et de manières de faire groupe, des techniques qui aident à concevoir des projets à plusieurs, qui aident à brainstormer, qui aident à se répartir la parole au sein d'un groupe. Voilà, nous on trouve que c'est une ressource assez précieuse qui nous aide dans des moments de blocage et pas que. Voilà. Voilà, je vais laisser la parole à Cathy. Moi, je voulais juste ajouter tout à l'heure parce qu'on parlait du tarot, des jeux de tarot, oui. Et en fait aussi, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus trop maintenant. Je sais pas pourquoi, mais parce que Lila a perdu son jeu de tarot. mais ça a été un outil assez intéressant et hyper utile pour nous à certains moments où, par exemple. Même dans l'utilisation du grimoire, par exemple, parfois des questionnements, notamment dans les travailleurs collectifs, c'est OK, on a choisi un sujet, mais qu'est-ce qu'on imagine en termes de forme, par exemple. Parfois, c'est assez utile pour réussir à imaginer quelque chose collectivement et pas seulement travailler en mode par étape. Moi, j'ai imaginé ça. OK, maintenant, on va essayer d'imaginer quelque chose ensemble. Et c'est d'aller directement dans quelque chose, dans une oui, prévisualisation collective. Oui, pas de faire une synthèse des idées, mais... Ouais. Et voilà, ouais, le jeu de tarot, super utile aussi. Ouais, je sais pas, en fait, combien de temps il nous reste si on est en train de... Ah oui, OK. Je vais essayer d'être un peu rapide. En fait, on avait prévu une dernière partie, plutôt une sorte de récapitulatif des étapes par lesquelles on passe pour arriver à un objet imprimé, parce que en fait, quand on a voulu commencer à, je sais pas si ça sert à quelque chose là, quand on a commencé ce projet, en fait, pour nous, c'était assez flou en fait comment on arrive à un objet imprimé à un certain nombre d'exemplaires qui peut être diffusé, parce qu'on était très habitués à être dans un cocon d'autonomie d'une école en termes de moyens financiers, par exemple, et aussi pas forcément l'utilité de diffuser en dehors de l'école des contenus qu'on produit dans l'école, en fait, puisque c'était une petite ville de province où en fait la plupart de nos auditeurs ou publics étaient des gens présents dans notre école. Donc voilà, on s'est dit que peut-être ça intéresserait des gens dans la salle de savoir ça, parce que nous, ça aurait pu nous être utile aussi à un certain moment, en fait. Donc pour récapituler un peu, Bess et Lila, enfin surtout Bess, en fait, a parlé de tous ces moments enfin tous les outils qu'on utilise pour récolter du matériel. Juste, je voulais redire que en fait, nous, au niveau de la temporalité, on se donne pas de date limite pour la récolte du matériel, parce que
parce que ça marche pas dans notre emploi du temps de se donner des deadlines pour l'instant en tout cas. C'est aussi que la revue, elle sort pas de manière annuelle ou quelque chose comme ça. C'est une revue qui sort quand elle est prête. Mais oui, comme disait Bess, l'évoquait à un moment donné, on essaye de faire sortir les éditions à des moments un peu stratégiques, genre par exemple pas en plein mois d'août. Et aussi parfois en fait on utilise par exemple des résidences artistiques, comme là par exemple on va être en résidence au MUDAM au Luxembourg. Et donc les résidences, là c'est 2 semaines, ça nous permet aussi de fixer des objectifs de travail. Par exemple là à la fin de ces 2 résidences au mois de novembre, on a pour objectif de finir un chemin de fer de la prochaine revue. Et donc on travaille un peu comme ça, en se donnant quand même des petites deadlines, mais pas des grosses deadlines genre à telle date il faut que ça soit imprimé et dans les librairies, parce qu'on n'y arrive pas. Dans la phase de collecte, on travaille surtout sur un drive partagé parce que c'est le plus pratique pour nous jusqu'ici, et on a un peu des manières différentes en fait de nourrir ce drive. Il y en a certaines qui vont nourrir ponctuellement au fur et à mesure de la journée ou des semaines ou des mois, vont parler à droite à gauche du sujet, et alors ça va prendre 2 minutes d'ajouter une référence. Et il y en a d'autres qui vont préférer prendre vraiment une journée dans la semaine où c'est je travaille à récolter du matériel. Donc voilà, on a aussi des rapports toutes les 3 différentes à ça. Une fois qu'on a récolté beaucoup de matériel, on décide de passer à une étape de sélection. Donc en général, on commence par dégager 3 axes, puisqu'il y a 3 chapitres dans chaque numéro. Le nombre de 3, en fait, c'est un chiffre qu'on aime bien, pour des raisons évidentes. Mais aussi parce que tout simplement au niveau du nombre de pages, ça rentre dans notre budget aussi d'impression en fait. Donc voilà, on définit ces 3 chapitres et ces 3 chapitres nous permettent de faire entrer un maximum de points qui nous intéressent dans le sujet qu'on a choisi. Et en fait, la plupart du temps, on est aussi amené à délaisser une partie des références qu'on a récoltées, un peu à contre-cœur, mais parfois il y a juste des sujets qui sont super intéressants, mais qui sont difficilement reliables au reste des grands axes qu'on a choisi de développer. Là, j'ai parlé un peu de la définition des 3 chapitres, mais oui, du coup, quand on sélectionne dans la partie sélection, du coup, ça concerne à la fois des textes et des images. Pour les textes, l'intérêt, c'est de comprendre l'essentiel de ce qui nous intéresse dans chacun, tout en essayant de créer des liens ou des ponts entre les extraits qu'on a sélectionnés. J'essaie de voir ce qui est vraiment intéressant. Oui, la plupart du temps, quand on sélectionne les extraits, en fait, on essaye de créer une réflexion, une narration consciente. Et parfois, c'est aussi des ponts plus métaphoriques ou poétiques qu'on aime créer entre les extraits textuels. Et pour ce qui est des images, en fait, on a 2 types d'images. Les images, elles interviennent dans des pages. Là, par exemple, on voit il y a des pages full images et il y a des pages full texte où on ajoute aussi des ornements après. Mais pour ce qui est de la partie imagée, on les pense en fait finalement de la même manière que les textes, c'est-à-dire créer on essaye de créer des liens entre les images, parfois même des liens un peu ludiques d'ordre formel. Là, ça se voit pas trop, par exemple, mais enfin voilà. Sur les pages, on essaye de faire répondre visuellement les images les unes aux autres aussi pour créer, des jeux de regard entre les images. Et ces planches d'images n'ont pas forcément de visée illustrative par rapport au texte. On aime bien les penser comme un peu autonomes aussi. Donc, comme on disait tout à l'heure, en fait, il y a une grande partie de nos images qui viennent d'internet, des blogs parfois un peu anciens aussi. Et donc, un des gros défis dans notre travail, c'est aussi de rendre lisible et vraiment de pouvoir utiliser des images qui sont pas pensées pour l'impression.
Donc en fait, ça passe souvent par de la réduction d'images jusqu'à ce que la définition soit suffisante pour être compréhensible. Et un autre point important aussi, c'est qu'on met vraiment un point d'honneur à contacter tous les propriétaires d'images qu'on sélectionne pour les tenir au courant de notre projet. Et aussi, je pense que c'est aussi une manière de les inclure en fait dans notre travail. Enfin, de relier leur travail à notre travail et de relier ce qui les intéresse eux et elles à ce qui nous intéresse nous. Et c'est d'ailleurs super agréable quand on a les réponses de se rendre compte qu'en fait les gens s'intéressent à ce qu'on a fait et voilà. Une fois qu'on a fait ces sélections et que le chemin de fer est fait, du coup c'est vraiment là un travail de graphisme qui se met en route et en fait le gros du travail c'est de réussir à faire rentrer tout ce qu'on veut dans ce format quand même relativement petit. Donc souvent on doit recuter des textes par exemple, ce qu'on fait vraiment à contre-cœur et c'est très difficile. Après il y a évidemment un travail de correction et puis enfin c'est à ce moment-là qu'on contacte l'imprimeur avec lequel on travaille qui s'appelle Ronan Duriez qui travaille dans un studio d'impression à Scarbeck et voilà c'est en fait on travaille de manière assez intéressante avec lui dans le sens où il nous accompagne aussi dans le choix d'une couleur en isographie. Et c'est assez chouette de pouvoir échanger avec lui autour du sujet et de trouver la couleur qui fait sens aussi. Voilà. Je voulais juste finir par préciser. Je sais pas si ça va marcher, c'est une vidéo normalement. Pour préciser que pour nous c'est hyper important aussi de rendre accessibles les références dont on parle dans chacun des numéros de la revue. Et donc sur notre site, il y a une page dédiée pour chaque numéro où on met tous les liens vers toutes les références qu'on cite, pour peu que toutes les pages soient encore existantes. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur toutes ces pages si la cryptobotanie vous intéresse par exemple.